Bonjour et bienvenue sur la chaîne AMEAFF, notre chaîne de formation médicale continue. Aujourd'hui, nos deux experts, le docteur Hélène Fontaine et le professeur Victor Delédingan, vont nous présenter une mise au point sur l'hépatite virale C et bien entendu les recommandations AFF 2018. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous préciser ce qui fonde ces nouvelles recommandations. C'est l'élimination virale C en France, possible avant 2025. Alors, il faut savoir que les maladies virales hépatiques sont aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde par une maladie infectieuse et qu'en France, aujourd'hui, il reste environ 120 000 patients à traiter et pour au moins la moitié de ces patients ne sont pas connus porteurs du virus. Quels sont les objectifs pour atteindre l'élimination virale C? Ça a été déterminé par l'OMS et on parlera d'élimination virale C quand on aura atteint une réduction de 90% des nouvelles infections et une diminution de 65% de la mortalité par l'infection virale C. Alors c'est envisageable en France aujourd'hui parce qu'on a à notre disposition des méthodes diagnostiques simples, des traitements efficaces et bien tolérés, mais il reste un certain nombre de mesures à prendre et c'est à condition d'intensifier à la fois la politique de traitement et de dépistage. Nous commençons donc par Victor avec l'épidémiologie récente de l'infection virale C. Pour débuter ce voyage dans l'histoire de l'hépatite C, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il y a à peu près autant d'hommes et de femmes qui ont une infection virale et qu'il n'y a pas d'âge, de tranche d'âge où la prévalence est vraiment plus importante. On voit sur cette diapositive qu'effectivement il y a quelques hommes, la prévalence est plus élevée chez les hommes de 40 à 49 ans, mais en fait, si vous analysez bien le graphe, vous vous rendez compte que toutes les tranches d'âge sont à risque d'avoir une hépatite C, ce qui met à plat le dépistage ciblé et ce qui renforce la recommandation AFF d'un dépistage universel. Combien y a-t-il de malades en France? Christophe vous l'a dit, c'est à peu près 120 000, mais vous voyez que les malades qui sont infectés par le virus de l'hépatite C sont aussi bien des usagers de drogue, ce sont les deux premières lignes, que des malades transfusés avant 92, que des immigrés ou que des patients chez qui on ne retrouve pas de facteurs de risque. Et cette diapositive renforce encore le dépistage universel de l'infection en France. L'histoire naturelle, Hélène, je te laisse la parole. Merci. Donc l'histoire naturelle de l'infection virale C commence comme d'habitude par le comptage. Après 4 à 6 semaines environ, on peut avoir un épisode d'hépatite aiguë qui est dans la très grande majorité des cas complètement asymptomatique et dans une petite minorité des cas peut être responsable d'un épisode d'ictère. Après l'hépatite aiguë, une minorité de patients, c'est-à-dire 30% d'entre eux, vont évoluer vers la guérison spontanée, c'est-à-dire négativer tout seul, sans traitement, leur virémie. 70% des patients vont évoluer au contraire vers une hépatite chronique qui va être définie par le fait d'avoir une virémie détectable pendant plus de 6 mois. Et c'est à partir de ce moment-là que vont pouvoir se constituer les lésions au niveau du foie. À partir du moment où un patient a une hépatite chronique C, il peut évoluer vers la cirrhose dans environ 20 à 30% des cas au bout de 20 à 30 ans en médiane, avec une durée de constitution qui sera plus faible chez les patients qui auront des comorbidités de type co-infection VIH, co-infection VHB, consommation d'alcool à risque ou syndrome métabolique. À partir du moment où le patient a une cirrhose, il va développer 3 types de complications qui sont l'hypertension portale, l'insuffisance hépatique, mais surtout le carcinome hépatocellulaire qui survient avec une prévalence de 3% par année d'évolution. Et l'ensemble de ces complications va être responsable d'un pourcentage de décès qui sera d'environ également 3% par an. Alors, à côté de cette pathologie hépatique, il y a également des pathologies extra-hépatiques qui sont expliquées par le lymphotropisme de l'hépatite C, qui va être à l'origine d'une cryoglobulinémie chez environ 40% des patients. Dans la très grande majorité des cas, cette cryoglobuline est complètement asymptomatique, mais elle peut être à l'origine d'une vascularite chez 1 à 2% des patients et évoluer vers un lymphome. Alors, comment utiliser les tests sérologiques? Alors, le premier test, c'est bien sûr les tests sérologiques et virologiques. Le premier test, c'est bien sûr la sérologie virale C. Si cette sérologie virale est négative, cela signifie que le patient n'a pas eu de contact avec le virus et à ce moment-là, le suivi peut s'arrêter si le patient n'a pas de facteur de risque de contamination. Si la sérologie virale C est positive, cela signifie que le patient a eu un contact avec le virus
Et on peut avoir trois possibilités. Le patient a une hépatite C aiguë, c'est-à-dire avec une contamination qui remonte à il y a moins de 6 mois, une hépatite C chronique avec une virémie qui reste positive plus de 6 mois après la contamination, ou une hépatite C guérie, et c'est l'ARN viral C qui va nous dire si le patient est guéri ou non. La définition d'une hépatite guérie, c'est le fait d'avoir une sérologie C qui sera positive, mais un ARN qui sera négatif. À ce moment-là, le patient est guéri et il n'y a pas de suivi particulier, sauf bien sûr si le patient a encore des facteurs de risque de contamination. Dans la plupart des cas, comme on l'a vu, la sérologie C est positive, l'ARN VHC est positive et à ce moment-là, en fonction de l'ancienneté de la virémie, on saura si le patient a une hépatite C aiguë ou une hépatite C chronique. Et ensuite, ce qu'on peut demander pour les patients, c'est de faire une détermination du génotype. Il y a 7 génotypes virales et on a également, en demandant le génotype, la classification en sous-types. Pour les manifestations cliniques, on a parlé des manifestations principalement hépatiques avec l'hépatite C chronique et la cirrhose, mais il y a tout un ensemble de maladies qui sont associées à l'infection par le VHC. De façon certaine, il est décrit un syndrome de fatigue chronique, qui est une plainte fréquente et importante chez les patients. On peut aussi avoir un syndrome de Sjögren, une lymphoprolifération dont on a parlé tout à l'heure avec des lymphomes qui sont directement liés à l'hépatite C, également des lésions cutanées de porphyrie cutanée tardive, des lésions rénales avec une glomérulonéphrite membranoproliférative qui peut même générer des insuffisances rénales terminales et aboutir à la dialyse chez certains patients. Des vascularites cryoglobulinémiques avec des manifestations à la fois cutanées sous forme d'ulcères, également neurologiques avec une neuropathie périphérique. Et puis ce dont se plaignent les patients également assez souvent, ce sont des arthralgies, des myalgies et parfois une polyarthrite inflammatoire. Alors d'autres associations sont dites possibles sans être certaines. On notera la fréquence de la dépression qui est plus importante chez les patients qui ont une hépatite C par rapport à la population générale, des ulcères de cornée, des dysthyroïdies, des lichens plans, des fibroses pulmonaires qui sont aussi de mécanisme immunologique, un diabète de type 2 qui est plus fréquemment observé chez les patients ayant une hépatite C que dans la population générale, et puis une thrombocytémie auto-immune aussi qui peut être constatée. Et donc je te repasse le pointeur pour l'évaluation de la maladie hépatique. L'hépatite C est une maladie virale et hépatique. Et donc on a parlé du virus, maintenant on va parler du foie. C'est important pour deux principales raisons. D'abord parce que ça va conditionner la durée du traitement, puisque quand il n'y a pas de cirrhose, quelques médicaments vont pouvoir être donnés de façon avec une durée plus courte. Et puis ça conditionne le suivi, et notamment la mise en place du dépistage du carcinome vasculaire et du dépistage de l'hypertension portale. Alors comment évaluer la maladie hépatique? Soit on va utiliser des tests sanguins, soit on va mesurer l'élasticité hépatique par FibroScan. Ces 3 tests sont les 3 tests qui sont validés par la Haute Autorité de Santé, qui sont donc pris en charge par la Sécurité sociale. Le fibrotest, c'est une simple prise de sang, comme le fibromètre, qu'on peut faire dans son laboratoire de ville, et on a le résultat en quelques instants. Et la mesure de l'élasticité hépatique, ça prend aussi 5 minutes. Il faut aller dans un centre où il y a un FibroScan. C'est absolument indolore, et on a une mesure de dureté du foie qui est corrélée à la sévérité de la maladie hépatique. Ce diagramme vous représente un résultat de FibroScan pour savoir l'interpréter. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de savoir s'il y a une maladie hépatique sévère. Et en fait, le seuil à retenir, c'est 10 kPa. En dessous de 10 kPa, on est certain qu'il n'y a pas de maladie hépatique sévère. Et à ce moment-là, on va le revoir tout à l'heure, le malade peut être pris en charge dans un parcours simplifié. Il n'y a pas de cirrhose avec une très grande certitude. Au-delà de 10 kPa, il est possible qu'il existe une cirrhose. En tout cas, entre 10 et 15, c'est douteux. Au-delà de 15, on est sûr qu'il y a une cirrhose. Et quoi qu'il en soit, au-delà de 10, il faudra toujours une prise en charge spécialisée. Pourquoi traiter, Hélène? Bonne question. Alors, les objectifs du traitement sont principalement d'obtenir une guérison virologique qui est définie par le fait d'avoir un ARN indétectable 12 semaines après l'arrêt du traitement. Mais il y a également d'autres objectifs qui peuvent être obtenus par la guérison virologique. Le premier, c'est la guérison clinique, avec la disparition des symptômes. Et par exemple, on a parlé tout à l'heure de la fatigue chronique, qui est fréquemment décrite chez les patients. Et une des premières constatations après la guérison virologique chez les patients, voire même pendant le traitement, c'est la disparition de cette fatigue, ou en tout cas sa diminution.
On veut également aboutir à une guérison au niveau hépatique, au niveau vraiment du parenchyme hépatique, avec une régression de la fibrose, ce qui va diminuer le passage à la cirrhose chez les patients guéris, mais on peut aussi avoir une régression de la cirrhose, même une fois que la cirrhose est installée, à condition bien sûr de ne pas avoir de comorbidités qui peuvent gêner la régénération. On pense toujours à la surconsommation d'alcool, au syndrome métabolique ou aux co-infections virales. Ces différents objectifs vont permettre d'obtenir une prévention primaire et secondaire des complications de la cirrhose, une diminution également des complications extra-hépatiques. Un lymphome, lorsqu'il est lié à l'hépatite C, peut être guéri et être en rémission complète uniquement avec le traitement de l'hépatite C, par exemple. Et puis, l'objectif aussi très important, c'est la diminution de la contamination. Et tu as insisté sur ce fait tout à l'heure. L'objectif, c'est d'éliminer l'hépatite C. Et on éliminera l'hépatite C si on diminue la contamination. Alors, la prise en charge dans un parcours simplifié. L'AFEF a donc été très innovante puisqu'elle propose 2 parcours, un parcours simplifié puis un parcours dans une prise en charge spécialisée. Nous allons donc voir la prise en charge dans un parcours simplifié. Alors pour qui, à qui s'adresse-t-il? Il s'adresse à des patients qui sont, on va dire, simples, qui n'ont pas de comorbidité. Donc il ne faudra pas que ce soit dans ce parcours les patients qui ont une co-infection B ou VIH, les patients qui ont une insuffisance rénale sévère, les patients qui ont une comorbidité hépatique mal contrôlée, on va y revenir, les patients qui ont une maladie hépatique sévère ou les patients qui ont déjà été traités pour l'hépatite C. On l'a dit tout à l'heure, mais il est important de le répéter, une fois qu'on a une sérologie C positive, il faut d'abord contrôler l'ARN du virus de l'hépatite C, la charge virale, et dans 15 à 20% des cas, elle va être négative, indétectable, et c'est à ce moment-là qu'on peut dire au malade qu'il est guéri, il peut avoir guéri spontanément, et bien évidemment dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire d'envisager de traitement. Si la charge virale de l'hépatite C est détectable, il existe bien une hépatite C, et donc l'étape suivante, c'est une étape clinique, où on va regarder quelques paramètres, donc d'abord savoir si le malade a déjà été traité pour son hépatite C, s'il existe une co-infection VHB ou VIH, s'il existe une insuffisance rénale sévère, ou s'il existe des comorbidités mal contrôlées, la consommation d'alcool à risque, le diabète ou l'obésité. S'il y a un de ces paramètres cliniques, on estime qu'il faut continuer le parcours dans un parcours spécialisé par un médecin spécialiste des maladies chroniques du foie. Par contre, s'il n'y a aucun de ces éléments cliniques, on continue par une évaluation de la maladie hépatique. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a 3 tests qui peuvent être faits, le fibroscan, le fibrotest et le fibromètre. Si ces examens sont en faveur d'une maladie hépatique sévère, il faudra adresser le malade encore à un spécialiste pour une prise en charge spécialisée. Alors comment sait-on qu'il y a une maladie hépatique sévère? Par un fibroscan supérieur à 10 kPa, par un fibrotest supérieur à 0,58 ou par un fibromètre supérieur à 0,789. Et puis, eh bien, de temps en temps, et même souvent, puisque c'est la majorité des patients, ces valeurs, ces variables vont être basses, et à ce moment-là, le malade peut rentrer dans le parcours simplifié avec l'utilisation de molécules pangénotypiques, c'est-à-dire de molécules qui sont efficaces sur l'ensemble des génotypes. Il y en a 2 commercialisés, disponibles en officine de ville, l'Epclusa et le Mavyret. Avant de débuter le traitement, il faut vérifier des interactions médicamenteuses sur le site internet que vous voyez ici, où il y a une application pour téléphone portable. Il faut insister sur l'automédication et la médecine naturelle, notamment le millepertuis, les compléments alimentaires, qui peuvent avoir des interactions avec les traitements de l'hépatite C. Il faut s'assurer l'absence de consommation de pamplemousse ou d'orange sanguine pendant le traitement, car il y a des interactions avec les traitements, et insister sur la nécessité d'une observance maximale au traitement. Le traitement se fait très simplement sur une ordonnance bisone. On écrit Epclusa, 1 comprimé par jour pendant 12 semaines, ou alors Mavyret, 3 comprimés par jour en une prise avec de la nourriture pendant 8 semaines. Pendant le traitement, il faudra insister, il faut le répéter, à évaluer toutes les interactions médicamenteuses potentielles en allant sur le site internet, et les consultations mensuelles permettent de poser la question sur des nouveaux médicaments qui auraient été introduits, et à chaque fois, aller consulter le site. Il faut insister sur les inhibiteurs de la pompe à protons, sur le pamplemousse, l'orange sanguine, le millepertuis, que le malade ne prend pas forcément au début du traitement, mais il peut se mettre à prendre en milieu de traitement. Jamais, jamais oublier la naturopathie ou l'automédication.
Après le traitement, comment va-t-on savoir que le malade est guéri? Par une charge virale, une prise de sang, une charge virale du VHC 12 semaines après l'arrêt du traitement. Soit la charge virale est indétectable et à ce moment-là, on va dire que le malade est guéri. Soit la charge virale est détectable et à ce moment-là, il s'agit d'une rechute. Et là, il faut que le malade soit adressé à un spécialiste pour un avis spécialisé et envisager un deuxième traitement. Hélène, je te laisse la parole pour le parcours spécialisé. Merci. Alors, dans le parcours spécialisé, une des questions qui est fréquemment posée, c'est de savoir quelles sont les circonstances dans lesquelles il faut encore avoir recours à une réunion de concertation pluridisciplinaire pour le choix optimal du traitement. Alors, les RCP restent utiles pour les cas les plus complexes, qui vont comprendre les patients qui sont infectés par le virus de l'hépatite B, les patients ayant une insuffisance rénale sévère définie par un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 ml par minute, et bien sûr les patients dialysés, les patients qui ont une cirrhose décompensée, donc Child-Pugh B ou C, les patients transplantés d'organes, les patients qui ont ou qui ont eu un carcinome hépatocellulaire et les patients qui sont en échec d'un précédent traitement par agent antiviraux direct. Donc pour ces patients-là, il faut rediscuter toujours du dossier avant de choisir le traitement. Le bilan initial va comprendre, comme d'habitude, la charge virale du VHC qu'il faut bien sûr vérifier et quantifier avant de décider du traitement. Le génotype du VHC qui reste optionnel, en fait il est utile uniquement si on pense utiliser des molécules non pangénotypiques. La sérologie B et la sérologie VIH pour rechercher une co-infection. La numération formule sanguine et plaquettaire, le bilan hépatique avec les azates, les alates, les gamma-GT, la bilirubine, le débit de filtration glomérulaire pour évaluer la fonction rénale, l'albuminémie, le taux de prothrombine et l'INR pour évaluer la fonction hépatique. On va rechercher d'autres hépatopathies chroniques en fonction du contexte, puisque bien sûr les patients peuvent avoir plusieurs maladies hépatiques. Et puis on va évaluer la sévérité de la maladie par fibroscan, fibrotest et fibromètre, tel que l'a expliqué tout à l'heure Victor. Avant de débuter le traitement, on garde l'étape indispensable de la recherche des interactions médicamenteuses, de l'enquête sur l'automédication, les médecines naturelles. Donc encore une fois, il faut insister sur le millepertuis, sur les compléments alimentaires qui pour les patients ne sont pas des médicaments et qui peuvent oublier de nous signaler. Il faut s'assurer de l'absence de consommation de pamplemousse ou d'orange sanguine ou du jus de pamplemousse ou d'orange sanguine pendant le traitement. Et encore une fois, insister sur la nécessité d'une observance optimale au traitement. On peut utiliser donc dans le circuit spécialisé deux types de stratégies thérapeutiques, les pangénotypiques et les non pangénotypiques. Dans les stratégies pangénotypiques, la détermination du génotype reste donc optionnelle puisque ces molécules sont efficaces de la même façon quel que soit le génotype et on va retrouver donc les deux combinaisons dont Victor a parlé, donc le Mavyret et l'Epclusa. Alors l'Epclusa est utilisé à raison d'un comprimé par jour pendant 12 semaines, quel que soit le type du patient. Le Mavyret peut être utilisé pendant des durées plus brèves de 8 semaines à condition que les patients soient non cirrhotiques, quel que soit le génotype. Il peut être utilisé 12 semaines, il doit être utilisé 12 semaines chez les patients cirrhotiques, tout génotype, et il doit être utilisé de façon plus prolongée à 16 semaines chez les patients qui sont cirrhotiques, génotype 3 et en échec d'interféron et ribavirine. Et puis deux stratégies non pangénotypiques peuvent être également utilisées. Il s'agit de l'Arvonie qui peut être utilisée avec une très bonne efficacité pendant 8 semaines chez des patients infectés par un génotype 1 naïf et non cirrhotique, et du Zépatire qui peut être utilisé pendant 12 semaines pour des patients infectés par un génotype 1b, infectés par un génotype 1a avec une charge virale faible, c'est-à-dire inférieure à 800 000 unités par millilitre, ou chez des patients génotype 4 et naïfs. Pendant le traitement, la surveillance va être à adapter à chaque patient en fonction de ses comorbidités et l'interrogatoire va porter principalement sur l'observance, sur la tolérance et sur les interactions médicamenteuses qu'il faut rechercher systématiquement à chaque visite. Donc on va pour cela céder des sites internet dont on a parlé tout à l'heure. Il faut répéter l'interrogatoire sur l'introduction de nouveaux médicaments au cours des consultations mensuelles, rappeler l'interdiction de consommation de pamplemousse, d'orange sanguine, de millepertuis, ne pas oublier de demander aux patients s'ils prennent des inhibiteurs de la pompe à protons, ne pas oublier la naturopathie, l'automédication
et d'une façon générale, essayer de déconseiller la prise de naturopathie en même temps que les antiviraux directs. Alors, on va rechercher 12 semaines après l'arrêt du traitement la preuve d'une réponse virologique soutenue, qui va donc concerner 95% des patients au moins. Et cette réponse virologique soutenue est définie par le fait d'avoir un ARN qui sera indétectable 12 semaines après l'arrêt du traitement. C'est vraiment l'objectif recherché. À ce moment-là, on peut expliquer au patient qu'il a une guérison virologique de son hépatite C. Une question qui revient souvent, c'est quel est le suivi à adopter chez les patients qui ont une réponse virologique soutenue. Il faut distinguer deux types de patients. En premier, les patients qui n'ont pas de maladie hépatique sévère. Si ces patients sans maladie hépatique sévère n'ont pas de comorbidité hépatique, à savoir consommation d'alcool excessive, syndrome métabolique ou co-infection virale B, ces patients-là ne nécessitent plus de surveillance particulière et ils peuvent à nouveau être suivis par leur médecin généraliste comme n'importe quel patient. Au contraire, si le patient sans maladie hépatique sévère a une comorbidité hépatique, consommation d'alcool à risque, syndrome métabolique, co-infection virale B, à ce moment-là, il faut continuer le suivi hépatologique à long terme. Il y a un message très important à faire passer auprès des patients et auprès des correspondants médicaux, c'est le fait que chez les patients avec des comportements à risque de recontamination, il faut rechercher une réinfection en demandant un dosage de l'ARN VHC de façon régulière. Bien sûr, ne pas demander la sérologie C, puisque celle-ci restera positive, que le patient soit guéri ou ait rechuté. Il faut se fier à la détermination de la charge VHC. Deuxième cas, les patients qui ont une maladie hépatique sévère, et on va englober dans ce contexte-là les patients qui n'ont pas d'évaluation préthérapeutique fiable. Chez ces patients-là, il faut continuer à les suivre pour le dépistage du carcinome hépatocellulaire, pour le dépistage de l'hypertension portale et bien sûr, comme chez les autres patients, le dépistage et la prise en charge des comorbidités hépatiques. Autrement dit, chez ces patients-là, il est indispensable de leur expliquer, ainsi qu'aux correspondants médicaux, qu'il faut absolument continuer le dépistage par échographie et Doppler tous les 6 mois et la recherche de l'hypertension portale par une endoscopie en se reportant aux recommandations spécifiques de Baveno 6. Un autre message important doit être souligné, c'est le fait que les tests non invasifs de fibrose ne sont pas fiables pour évaluer la régression de la fibrose. Et si un patient cirrhotique a un fibroscan vraiment faible, il faut expliquer au patient qu'il est quand même à risque de développer un carcinome hépatocellulaire et une hypertension portale malgré ce résultat. Quelques cas particuliers? Alors nous allons maintenant parler des cas particuliers comme cela est indiqué. Ce sont un petit nombre de patients, il n'y a plus beaucoup de malades dans ces cas-là, mais il faut bien les prendre en charge. Le premier cas sont les cirrhoses dites décompensées, donc Child B ou Child C. Donc si le malade a une cirrhose décompensée de Child B, on peut utiliser à ce moment-là l'Epclusa avec la ribavirine pendant 12 semaines. Il faudra faire attention à la tolérance, qui est parfois plus difficile, mais dans ce cas-là, on obtient une très bonne efficacité du traitement. Chez les malades Child C, il y a une discussion à avoir entre la nécessité de traiter l'hépatite C et la nécessité d'envisager une transplantation hépatique. Et là, la recommandation de l'AFEF est de prendre l'avis d'un centre de transplantation hépatique pour voir comment il faut prendre en charge ce patient. Hélène, l'insuffisance rénale? Merci. Donc, chez la plupart des patients qui sont insuffisants rénaux, heureusement, l'insuffisance rénale est modérée, avec un débit de filtration glomérulaire supérieur à 30 ml par minute. Et à ce moment-là, aucun ajustement de dose n'est nécessaire. On peut traiter ces patients comme les patients avec une fonction rénale tout à fait normale. Par contre, chez les patients qui ont un débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 ml par minute, l'AFEF recommande de prendre l'avis d'un centre expert. Et les options thérapeutiques qui peuvent être recommandées chez ces patients sont au nombre de 2. On peut utiliser le Mavyret et à ce moment-là pendant 12 semaines, pas avec une durée réduite à 8 semaines. Et on peut également utiliser le Zépatire pendant 12 semaines également chez des patients qui sont infectés par un génotype 1, puisque ces deux combinaisons ont été montrées comme très efficaces et bien tolérées dans cette sous-population. Alors il faut savoir que le sofosbuvir n'a pas d'autorisation de mise sur le marché chez les patients qui ont une insuffisance rénale sévère définie par ce débit de filtration glomérulaire inférieur à 30 ml par minute. Et c'est pour cela que ce sont les autres combinaisons qui ont été recommandées.
Alors, une question est souvent émise chez les patients dialysés avec un projet de greffe rénale, c'est de savoir si on doit traiter l'hépatite C avant ou après la greffe rénale. Actuellement, on a les moyens de traiter de façon efficace et bien tolérée les patients en période de dialyse et les patients après la transplantation rénale. Donc finalement, il faut communiquer avec le centre de greffe rénale, savoir quel est le délai possible jusqu'à la greffe rénale pour prendre la décision. Si le patient est sur une liste classique de greffe rénale et que le délai estimé est de plusieurs mois à plusieurs années, on a tout à fait le temps de le traiter avant la greffe rénale. Si au contraire le patient a un projet de greffe avec un donneur vivant, avec une date arrêtée et relativement proche, à ce moment-là, il n'est pas nécessaire de retarder la greffe, on greffe le patient et on le traitera après. Autre cas particulier, les patients en échec d'un traitement par agent antiviral direct, il faut savoir que ça représente moins de 5% des cas, et encore, si vraiment on insiste sur l'observance et sur les interruptions médicamenteuses, on fait chuter ce pourcentage. Donc la première chose avant d'envisager le traitement, c'est de reprendre précisément l'historique du traitement. L'observance, il faut savoir reparler d'observance. Est-ce que le malade a vraiment bien pris la totalité des comprimés? Les interactions médicamenteuses, y a-t-il pas eu une automédication qu'on aurait oubliée? Est-ce que le malade avait un schéma vraiment optimal? Est-ce qu'il a bien pris ses 3 comprimés de Mavirette par exemple? Est-ce qu'il n'a pas retardé ses prises de comprimés trop souvent? Et puis est-ce qu'il a vraiment été jusqu'au bout du traitement? Il faut répéter que c'est 8 semaines, il faut bien faire les 8 semaines, ou quand c'est 12 semaines, il faut bien faire les 12 semaines entières. Et puis, on peut évaluer les mutations de résistance, qu'on appelle les RAS, en cas d'échec à un traitement qui comprennent des inhibiteurs de NS5K de 2e génération, c'est-à-dire extrêmement puissants, chez qui, normalement, on ne doit pas avoir beaucoup d'échecs. Ces 3 inhibiteurs de NS5K sont l'elbasvir, le pibrentasvir et le velpatasvir. Il faut rechercher les RAS juste au moment où on va recommencer un nouveau traitement. Alors, on a plusieurs recommandations. La première recommandation, c'est en cas d'échec à un traitement par agent antiviral de 1re génération, c'est-à-dire tous les médicaments qu'on a connus avec du sofosbuvir, l'edipasvir, tout ce qui était avant cette période. Et là, la recommandation est simple, c'est du Vosevi, 1 comprimé par jour pendant 12 semaines. Chez les patients qui sont cirrhotiques, de génotype 3 et en échec, à ce moment-là, il n'y a aucune recommandation, c'est une discussion au cas par cas. Est-ce qu'il faut ajouter de la ribavirine? Est-ce qu'il faut faire 24 semaines de traitement? Il n'y a aucune recommandation précise. Et ça va être laissé à la discrétion de chaque médecin qui va prendre en charge ce patient. Et puis en cas d'échec à un traitement par agent antiviral de 2e génération, ce sont donc l'elbasvir, le pibrentasvir et le velpatasvir, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun schéma thérapeutique qui était évalué. Et donc au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons malheureusement émettre aucune recommandation chez ces malades. Et là encore, ça va être une discussion entre experts. Hélène, l'infection aiguë. Merci. Donc, l'objectif du traitement au cours de l'infection aiguë ne va pas être de limiter l'évolutivité de l'hépatite vers la cirrhose, puisqu'on est au début de la maladie. Ça va être de limiter la transmission de l'hépatite C. Si ce patient a été contaminé récemment, cela signifie qu'il a des facteurs de risque de contamination et de transmission à son entourage. Donc, il faut traiter le patient sans attendre une éventuelle guérison spontanée, puisque ce patient a ces facteurs de risque de transmission qui sont principalement l'usage de drogue ou les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Et donc le but, ça va être d'aider à l'élimination de l'hépatite C. Bien sûr, au traitement, il va falloir associer des mesures d'éducation thérapeutique pour bien expliquer aux patients quels sont les facteurs de risque de contamination, les facteurs de risque de transmission et bien sûr les moyens de prévention. Les hépatites virales C aiguës doivent être traitées dès leur diagnostic, comme on l'a dit, sans attendre le passage à la chronicité. Et le choix thérapeutique doit être le même que dans les hépatites C chroniques. Il n'y a pas de recommandations différentes chez ce type de patient. Merci Hélène et Victor. Vraiment, l'hépatite C, c'était un sujet très intéressant, mais c'est devenu passionnant avec cet objectif de l'élimination virale. Alors, on a entendu les concepts de dépistage universel, puisque la recommandation, c'est de dépister chaque adulte au moins une fois dans sa vie, de traitement universel. Et bien sûr, ces objectifs appartiennent à personne, mais appartiennent à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il faut vraiment que tous les acteurs de santé s'impliquent dans cet objectif d'élimination virale.
Et je voulais remercier à cette occasion l'ensemble des participants à la rédaction de ces recommandations. Et vous trouverez également plus d'informations sur notre site afef.asso.fr avec le texte complet des recommandations et d'autres supports, en particulier un tutoriel court qui, en quelques minutes, vous précise les conditions et les modalités de prise en charge d'un patient dans le parcours simplifié. Merci et à bientôt. Au revoir.